C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, merci d'être toujours en vie pour suivre Radio Virus. Nous commençons tout de suite cette nouvelle émission par une petite séquence concernant le retour au travail préconisé par le gouvernement. Enfin du boulot. Depuis des jours, ma boîte est au bord de la faillite, faute de clients et de contrats. Et là, surprise, on m'appelle pour me faire bosser. Rassurez-vous, rien qui ne me sauvera de la ruine et des grincements de dents. J'en ai profité pour, d'une, faire bosser d'autres copains entrepreneurs dans le mal, et de deux, sillonner la capitale. Quel bonheur de circuler en ce moment. Vissé dans un camion, on a l'impression d'être dans un bus à Impérial et pouvoir enfin dévorer Paris à satiété. On met 10 minutes à le traverser du nord au sud, il n'y a pas un chat, on peut rouler comme un connard sans faire chier personne et trouver une place de stationnement pile devant le lieu de l'intervention. Cette grosse matinée de travail m'a permis également de rencontrer et de discuter avec quelques entrepreneurs du BTP. Chez mon client, il y avait toute une bande d'artisans du bâtiment qui buvaient des cafés irlandais. Entre gars de chantier, il y a deux rites fondamentaux. C'est boire un coup, quelle que soit l'heure, et détester le gouvernement. Là, ils faisaient tous un peu la gueule, les copains. Taper dans la trésor pour éponger, c'est très bien, mais à quel prix? Si on sort de la crise à zéro dans les caisses, et qu'on doit faire face à une baisse de l'activité, ciao, bonsoir, fin de partie. Ça rigolait quand même sec sur les mesures prises par le gouvernement, sur ces attestations grotesques, et ces mesures pour soi-disant protéger les gens tout en leur permettant de travailler. Comment peut-on respecter des gestes barrières sur un chantier quand on s'agglutine à 15 dans une zone de travail de 3x3 ? L'un d'eux trouvait fort de café que la commission d'hygiène l'empêche de reprendre le travail tant qu'il ne fournirait pas de masques à ses employés, alors qu'on lui avait réquisitionné tout son stock pour les filer aux hôpitaux. Et quand il se plaignait légitimement, on le renvoyait à un obscur plan pandémie où il devait en avoir et c'est tout. C'est ce plan obscur que le gouvernement a suivi à la lettre pour que, comme vous l'avez tous vu, tout se passe bien en France. Fin de chantier, on part à la déchetterie, où l'on constate que là aussi, tout part en couille. Là où d'habitude, le moindre morceau de merdier a un box spécial pour le recycler, on est en ce moment sur une ambiance « Balek, c'est la guerre ». Là où ça prenait 2 heures avant, ça prend 10 minutes, où l'on baigne tout dans le même conteneur, et on verra plus tard. Sur le retour, on n'a pas pu s'empêcher de faire une longue balade en camion dans Paris, profitant du soleil et de la fluidité de la circulation. Un petit tour dans les quartiers nord, Barbès, La Chapelle, Stalingrad, pour constater que le confinement, c'est bien un truc de blanc, et un petit tour dans les quartiers cool pour constater la non-présence policière. Ce n'est pas faute de les avoir cherchés pour rattraper mon retard dans notre compète de colloque où je suis mené 8-4. On a bien vu de nombreuses patrouilles lézarder au soleil, et même avec les pires provocations ou appels du pied, aucun contrôle. 3 prolos couverts de poussière dans un camion, ce n'est pas grave pour la maréchaussée. Ils sont pauvres, ils sont là pour faire tourner la machine. Allons plutôt vérifier que les belles dames des Champs-Élysées n'attrapent pas une vilaine toux. Nous passons aux actualités. L'actualité de ce jeudi 2 avril. Masques. Nous sommes en guerre. Et pas n'importe laquelle, la guerre des masques. Alors que des journalistes mettent en avant que le vol de masques destiné à l'Italie en République tchèque a été réalisé par Israël, le capitalisme bat son plein. En Chine, des Américains attendent à l'aéroport et rachètent entre 3 et 5 fois plus cher les masques destinés à l'Europe. L'offre et la demande, on vous dit. Il n'y a que ça pour réguler un marché. Europe justement, et toujours les masques. La France avait déclaré la réquisition de tous les masques sur son territoire. Des masques envoyés par la Suède, à destination de l'Espagne et l'Italie, ont donc été saisis. Pour faire bonne figure, la France en a renvoyé un peu à ces deux pays. La libre circulation des biens et des personnes, on vous dit. Tourisme. Les Parisiens n'ont pas le droit d'aller en Bretagne, sauf s'ils sont très malades. Un train médicalisé a transporté des cas graves de Covid-19 à Rennes et Saint-Brieuc. Il faut croire que l'afflux massif depuis la capitale n'avait pas entraîné un pic de contamination à l'ouest. Douceur. Le déconfinement se fera progressivement. Bon, on le savait déjà, vu que l'Italie et l'Angleterre en parlent depuis une semaine. Mais ça y est, ce bon Édouard Philippe l'a dit. Reste à voir les modalités. Ça sent bon le dépistage systématique et la base de données de malades pas malades. Religion. Les juifs ultra-orthodoxes sont de vrais rebelles. Ils se moquent bien des consignes et continuent à aller à la synagogue. Conséquence, ils représentent la moitié des cas hospitalisés. Masque encore.
Netanyahou demande aux Israéliens de porter un masque de protection dans les espaces publics. On va donc tous être antisémites en France, les heures les plus sombres sont de retour via notre gouvernement. Course. Un employé d'un entrepôt Amazon est en réanimation. 4 sont testés positifs. Laissez-les se confiner, arrêtez de commander chez eux. Enquête. L'OMS, qui avait aimablement déclaré que le coronavirus n'était pas grand-chose, est désormais accusée par les États-Unis et le Japon d'avoir dissimulé la violence du virus en raison des subventions chinoises que l'organisation reçoit. Organisme indépendant, on vous dit, de vrais chercheurs, le top de la science. Ayez confiance. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Nous enchaînons avec notre premier point politique, qui portera sur Bernanos. Quelques pensées de Georges Bernanos pour ne pas nous encrouter pendant cette période de confinement. Tout d'abord sur la liberté, qui s'ouvre indifféremment au vrai comme au faux, est mûre pour n'importe quelle tyrannie. La passion de la vérité va de pair avec la passion de la liberté. Hélas, le monde risque de perdre la liberté, de la perdre irréparablement, faute d'avoir gardé l'habitude de s'en servir. Jeunes gens et jeunes filles, c'est d'abord en vous, c'est dans vos esprits que vous sauverez la liberté. Mais nous sommes des esprits libres, répondrez-vous. En êtes-vous sûr? Vous vous vantez d'être libre. C'est déjà la preuve que vous ne l'êtes pas encore tout à fait. Car la liberté de notre pensée se conquiert chaque jour contre nous-mêmes, contre nos habitudes, nos préjugés, l'effort de la propagande, et cette lutte ne va pas sans d'amères déceptions, des défaites humiliantes, qui vous enlèveraient, si vous en faisiez la cruelle expérience, toute certitude d'être encore vraiment libre, ou du moins de vous proclamer tel. Tous les dictateurs, à toutes les époques de l'histoire, ont invoqué la justice sociale, et même on peut dire qu'à de rares exceptions près, ils l'ont servi. C'est toujours au nom de l'égalité qu'on a étranglé la liberté. Il ne peut y avoir d'égalité absolue que sous un maître absolu. Car la liberté se contrôle seulement. Elle est à surveiller, à contrôler, tandis que l'égalité doit être rétablie à chaque instant par une discipline inexorable. Capitalistes, fascistes, marxistes, tous ces gens-là se ressemblent. Les uns nient la liberté, les autres font encore semblant d'y croire. Mais qu'ils y croient ou n'y croient pas, cela n'a malheureusement plus beaucoup d'importance, puisqu'ils ne savent plus s'en servir. Hélas, le monde risque de perdre la liberté, de la perdre irréparablement, faute d'avoir gardé l'habitude de s'en servir. Je voudrais avoir un moment le contrôle de tous les postes de radio de la planète pour dire aux hommes « Attention, prenez garde, la liberté est là sur le bord de la route, mais vous passez devant elle sans tourner la tête. » Oui, le simple exercice de la pensée devient chaque jour plus difficile, car le monde concentrationnaire en formation dans lequel nous vivons nous impose déjà de penser par masse, grâce à l'énorme développement de cette propagande en face de laquelle la pensée libre se trouve dans une situation analogue à celle du plus modeste artisan devant la grosse industrie. Oui, le temps va venir, si nous n'y prenons garde, où la prétention d'un homme à penser librement paraîtra non moins absurde que nous paraîtrait l'illusion d'un brave mécanicien s'efforçant de fabriquer à la main des automobiles dans le but de concurrencer M. Ford. Et d'ailleurs pour la même raison, car la pensée libre coûte déjà très cher, et en certains pays, elle est même hors de prix, elle coûte la vie. C'est le moment que vous attendez tous, c'est la chronique ciné. Été 1936. Le colonel Sergueï Petrovitch Kotov, héros de la révolution russe, vit avec sa famille de paisibles vacances. Il est confortablement installé dans une datcha avec sa femme Maroussia, sa fille Nadia et toute sa belle famille. Mais alors que cette famille semble pleinement profiter de l'été, un mystérieux personnage, Mitya, fait irruption. Sa présence semble cacher quelque chose. Bienvenue dans le film Soleil trompeur, réalisé par Nikita Mikhalkov et sorti en 1994. Nikita Mikhalkov est un grand réalisateur russe, responsable de classiques tels que Ourga, Le Barbier de Sibérie ou encore Les Yeux Noirs. Soleil trompeur est sans nul doute son plus connu, récompensé du prix du jury au Festival de Cannes et de l'Oscar du meilleur film étranger. Mais l'argument du prix dans un festival n'est pas suffisant pour vous pousser à voir ce film. Voici donc les bonnes raisons de voir Soleil trompeur. Pierre Murat, critique français, disait qu'il fallait voir 2 fois ce film pour le comprendre. Une première fois où l'on découvre l'histoire et ses rebondissements, et une deuxième fois où l'on voit le film avec toutes les clés pour le comprendre. C'est la deuxième fois qu'on se rend mieux compte de toutes les subtilités de Soleil trompeur. En effet, comme vous pouvez l'imaginer, on ne sait pas au premier visionnage pourquoi Mitya est donc venu perturber la paisible vie de famille.
Toute l'histoire se base donc sur ce mystère et sur les personnages. Mithya est l'élément central du film. Chaque réaction, chaque réplique semble dévoiler quelque chose tout au long du film. Ce qui est important, c'est le regard. Tous les regards partagés entre chaque personnage nous montrent un malaise, une incompréhension ou justement une compréhension. Le personnage de Nadia, la fille du colonel Kotov, représente la naïveté de l'enfance, une naïveté qui peut faire rire autant qu'elle peut faire pleurer. C'est la relation père-fille qui transpire à l'écran. Une relation très bien transmise dans la mesure où le réalisateur joue le colonel Kotov et c'est la fille de ce réalisateur qui joue Nadia. Avec Soleil trompeur, Nikita Mikhalkov rend hommage aux victimes de Staline durant les grandes purges. Et il n'y a pas de plus belle manière de le faire. La musique embellit le film, rend cette tragédie somptueuse. Dans Soleil trompeur, on est à taille humaine. Le réalisateur aurait pu choisir de parler de cette sombre période de l'histoire en faisant un thriller politique se déroulant à Moscou. Mais non, on voit tout simplement la vie de famille d'un colonel. Le tout dans une campagne russe, que ce soit à l'ombre d'une forêt ou au bord d'une rivière. Les acteurs sont saisissants, brillent par le réalisme de leur jeu. Nikita Mikhalkov filme le beau, le simple, au milieu d'une campagne qui risque d'exploser à tout moment. Il faut voir Soleil trompeur. Il faut voir les grands classiques du cinéma russe. Nous poursuivons dans le divertissement en passant à la chronique musicale. Embarquons vers l'avenir avec un groupe français, la Secte du Futur. Créant un univers archéo-futuriste sur une base pop-rock de garage, certains y voient même de la new wave féodale. L'illustration de couverture pour leur EP The Sun Is Mine leur présente parfaitement. A l'écoute maintenant, le titre Le chaos des esprits, dont je cite quelques paroles. « Damné miséricordieux tout le monde chez soi, quand en royaume des aveugles, les aveugles sont rois. »
Et nous passons au second point politique sur l'engagement local. Nous vous parlions dans une précédente émission du localisme. Nous allons revenir aujourd'hui sur un objectif plus précis, s'investir localement. En effet, dans une logique d'autonomie et d'enracinement, point que nous avons également déjà vu, l'engagement local est essentiel. Cet engagement peut être multiple et de diverses formes. On pense tout d'abord à l'investissement politique, en se présentant aux élections municipales, que ce soit pour devenir maire ou faire partie du conseil municipal. Il passe également par l'éducation, en s'investissant dans les écoles de vos enfants, en devenant instituteur ou délégué des parents d'élèves par exemple. Les associations sont aussi un très bon moyen de s'investir dans votre commune, en participant à des associations existantes ou en créant. Il existe en plus de nombreuses associations de quartier qui vous permettront, au-delà de votre commune, de vous ancrer encore plus localement. En participant à la vie politique, éducative ou associative de votre ville, de votre quartier, vous commencerez à avoir un impact local et à créer des liens avec des personnes partageant vos idées, vos objectifs. Par cet investissement local et par son impact, vous élargirez et renforcerez votre communauté, toujours dans une logique d'autonomie et d'enracinement. Une nouvelle séance culture qui nous rappelle que l'art est partout, même là où on ne s'attend pas à le trouver. Savez-vous ce qu'est un bouchon de radiateur pour automobile? J'entends par là un bouchon artistique. Pas tant, et c'est fort dommage. Les bouchons de radiateur artistiques furent l'un des fleurons de l'art décoratif français, et ils furent le symbole, hélas révolu, d'une époque, celle des années 20 et de l'art déco. Et si vous savez ce que c'est, je parie fort que vous visualisez la célèbre Spirit of Ecstasy de la Rolls. Mais c'est un peu comme tout, les Anglois ne savent pas faire grand chose si ce n'est nous piquer nos trucs. Mettons alors d'abord les choses au clair avant de continuer. Pour un artiste anglois, le seul connu dans ce domaine, nous, on en a des dizaines, parmi lesquels figurent René Lalique et ses bouchons en cristal, François Bazin qui produisit les plus beaux dans le style art déco, Maurice Guiraud-Rivière, les frères Jean et Joël Martel, mais aussi des maisons d'édition, comme Cardaillac. Retraçons un peu l'histoire de ces petites statuettes qui trônaient à l'avant des capots. La première fut importée des États-Unis en 1909. Ce fut un horrible petit Bouddha nommé Billy Ken, dont la fonction était d'écarter le mauvais œil, les poules et de faire rire la marée chaussée. Pas très fort tout de même niveau artistique ces protestants. Arrivé en France, on le transforma directement, selon notre esprit, c'est-à-dire en un sergent de ville pour se moquer d'eux. Les bouchons remplirent ainsi le rôle historique de figure de proue, comme sur les navires, pour guider les voyageurs et écarter les périls. Car à cette époque, prendre la voiture n'était pas de tout repos. La France produisit très vite, c'est-à-dire après la guerre, de véritables œuvres d'art, dont l'une des plus belles fut la cigogne de François Bazin, pour les autos Hispano-Suiza. Ce fut un hommage à la cigogne de Guynemer, l'escadrille française victorieuse, durant la guerre. Les années 20 furent l'âge d'or de ces bouchons de radiateurs artistiques. La France comptait alors environ 300 marques automobiles, fleurons de notre industrie. Mais les voitures étaient livrées seulement avec le châssis, le moteur et parfois le bouchon de radiateur artistique de la marque. En gros, à poil. Il fallait alors les carrosser. La crise de 1929 permit à des marques économiques comme Renault et autres de tirer leur épingle du jeu. La voiture se démocratisa, elle fut livrée carrossée, donc sous un modèle uniforme et le radiateur disparut sous le capot, avec son bouchon. Les bouchons furent aussi considérés comme dangereux. Ils empalèrent en effet fréquemment les passants ou allèrent traverser le pare-brise pour assommer le conducteur lors de collisions. Ces petits bijoux artistiques, aujourd'hui disparus, sont le symbole des années folles, des années 20, et l'un des symboles de la grandeur française. Pour votre échappée du jour, nous vous emmenons aujourd'hui chez nos amis helvètes. Un cinquantenaire plutôt sympa, pas vilain, légèrement bedonnant, un peu ennuyant et écolo convaincu. Si je devais personnifier la ville de Berne, c'est à peu près le portrait que j'en dresserais. À noter que ce portrait n'est absolument pas objectif, c'est simplement la vision d'une étudiante un peu paumée qui y a passé 4 ans de sa vie. Berne est une ville verte, assez agréable à vivre, dont les habitants sont bien polis et les rues bien toutes propres. Mais franchement, au bout de 4 ans, on finit par s'y emmerder. Maintenant, si vous aimez les baignades en eau froide et l'architecture médiévale, je vous emmène volontiers faire un tour dans la vieille ville. Commençons par quelques informations générales. Berne est la capitale fédérale de la Suisse, c'est une ville de taille moyenne, et la grande majorité de ses habitants, appelés les Bernois, a pour langue maternelle le Berndeutsch, littéralement allemand bernois, une copie approximative de l'allemand dans laquelle ont été incorporés 2 ou 3 mots de français. Que dire d'autre? C'est là qu'a été inventé le Toblerone. Voilà, vous avez toutes les informations capitales en main, vous êtes désormais paré pour la visite.
Notre point de départ se situe au nord-est de la vieille ville. Il s'agit du Jardin des Roses. C'est un parc magnifique qui compte plus de 200 espèces de roses. La vue y est splendide, le jardin étant situé au-dessus de la vieille ville. Confortablement installé sur votre banc, vous pourrez donc à loisir contempler les plus vieilles rues bernoises ainsi que l'Aar, la rivière qui entoure la vieille ville en formant une jolie boucle. Ce qui m'a frappé lors de mon arrivée à Berne, en tant que Française habituée aux rivières dégueulasses de nos villes, c'est la propreté de l'eau de l'Aar. Tellement propre que les Bernois ont pour habitude de s'y baigner l'été. Mais prudence si vous n'êtes pas breton, l'eau est froide puisqu'elle descend directement des glaciers des Alpes bernoises. Continuons la visite. En contrebas du Jardin des Roses se trouve le lieu symbole de la ville, la fosse aux ours, qui existe depuis 1191, date de création de la ville, et qui abrite des ours depuis le XVe siècle. C'est de là que provient le nom de la ville, Bären signifiant ours en allemand. Nous abandonnons Björk, Berna et Ours, les trois locataires de la fosse, pour remonter le long des rues. Vous pouvez admirer, de chaque côté, les arcades des galeries marchandes datant du XVe siècle et donnant accès à de nombreux magasins, ainsi qu'aux célèbres caves de la vieille ville, dont certaines ont été réaménagées en bar à bière, en petit cinéma indépendant ou encore en salon de massage thaï. Il y en a pour tous les goûts. Autre trace de la splendeur architecturale du Moyen-Âge, les nombreuses fontaines juchées au milieu des rues pavées. Toutes colorées et toutes ornées de figures allégoriques, elles apportent une touche de gaieté aux pierres d'un gris verdâtre ayant servi à la construction des habitations de la vieille ville. Nous dérivons légèrement vers le sud pour tomber sur la collégiale Saint-Vincent de Berne, la cathédrale de la ville. De style gothique, elle fut construite entre 1421 et 1893. Alors ici j'avais prévu de faire un aparté sur la lenteur des Bernois, mais je crois que tout le monde a saisi l'idée. Revenons-en donc à la cathédrale. Ici, pas de dorure, seulement de la pierre et quelques vitraux sans intérêt. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, Berne est protestante. Mais Berne est également touristique. Heureusement pour nous, en ces temps de pandémie, les Chinois sont restés chez eux et l'accès à un monument connu de Berne est, enfin, à nouveau assuré. Je veux parler du Zeitglocke, ou tour de l'horloge. Il s'agit d'une horloge astronomique style fin du XVIe siècle, dont le jacquemart animé attire des assemblées de touristes, plantés là, dans l'attente de chaque nouvelle heure. Petit point vocabulaire, le jacquemart, c'est un automate armé d'un marteau qui frappe les heures sur la cloche de l'horloge. Voilà, on dit d'ailleurs que c'est devant cette horloge qu'Albert Einstein, qui a vécu dans les années 1900 à Berne, aurait eu l'idée de sa théorie de la relativité. Alors si le Zeitglocke ne donnera peut-être pas des éclairs de génie physique aux Chinois, espérons au moins que l'automate et son marteau leur passeront l'envie de manger n'importe quoi. Notre visite de la vieille ville de Berne s'achève à notre arrivée à la gare centrale, où vous serez stupéfait de découvrir des trains ponctuels et propres, avec, en bonus, l'absence de passagers hurlant dans leur téléphone. Rien que pour ça, j'avoue, il m'arrive de regretter Berne. Nous poursuivons le dépaysement avec une littérature du Midi. Marcel Pagnol. Un nom connu de tous, mais une œuvre malheureusement trop ignorée une fois sortie des bancs de l'école. Il faut reconnaître à Pagnol une œuvre, si ce n'est prolifique, en tout cas extrêmement diverse, à une époque où l'on aime encore bien ranger les gens dans des cases. Auteur de théâtre, cinéaste, réalisateur, écrivain sur le tard, il se sera donné dans tous les médiums de l'époque, ne s'interdisant rien, et ayant un sens indiscutable pour sentir les évolutions de la technique, notamment par rapport au cinéma. L'œuvre de Pagnol est en partie une œuvre d'exilé. Né en 1885, Marseillais de naissance, monté à Paris pour être professeur d'anglais au lycée Condorcet, il continue à écrire du théâtre, comme il le faisait déjà depuis ses années de lycée. Il rédige quelques pièces qui ne connaissent pas le succès. D'abord, Les Marchands de gloire sur les profiteurs de guerre, puis Jazz. Alors qu'il doute de ses talents et qu'il a le mal du pays, il écrit, d'abord, presque pour lui-même, une nouvelle pièce se passant à Marseille. Elle raconte les amours de Marius, tiraillé entre son amour pour Fanny, petite vendeuse de coquillages sur le vieux port, et l'appel du large. La pièce présente des personnages pittoresques et attachants, extrêmement enracinés, et en même temps touchant à l'universel par leurs émotions. Marcel finit par présenter sa pièce à l'Alcazar, à Marseille, mais le directeur l'incite à la présenter à Paris. C'est un triomphe immédiat. La même année, Marcel Pagnol va faire une rencontre qui bouleversera sa vie avec le cinéma parlant. Il a l'intuition que cette invention va révolutionner le monde des arts, à une époque où beaucoup considèrent encore le cinéma comme un gadget sans avenir. Il se met en tête de monter Marius pour le cinéma. Ce sera chose faite en 1931 avec la Paramount. Le film connaîtra un succès colossal et amènera une suite, Fanny, d'abord jouée au théâtre, puis sortie aussi en film.
Pagnol développera l'idée que l'on peut toucher l'universel tout en étant local et enraciné. Il traite de sujets parfois durs avec une adresse incroyable. Pour ma part, en fonction de mes humeurs, je lis régulièrement quelques pages de ses pièces de théâtre pour y retrouver un peu de bon sens et de bonne humeur. Il traite de la vie, de la mort, de l'universalisme, de l'amour filial. Les répliques sont cinglantes, pleines d'images qui parlent au cœur et peuvent questionner notre rapport aux autres et au monde. 1000 exemples me viennent. Concernant l'amour filial et la difficile communication entre un père et son fils, un extrait de Marius, au moment où il sait qu'il va embarquer sur le Malaisie, pour un long voyage qu'il n'ose le dire à son père. Papa, je t'aime bien, tu sais. Ce que je dis. Je t'aime bien. Maman aussi. Pourquoi m'avait tout ça? Je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, hein, que tu te fais du souci à cause de moi, alors... Ça me fait penser que je t'aime bien. Bien sûr. Bonsoir, hein. Bonsoir. Mon fils. Ou alors dans César, cette réflexion à la fois si légère et profonde sur la mort et le jugement dernier. Il y a quelque chose qui me tracasse, moi. Le bon Dieu, d'Elzéar, le nôtre, si c'était pas le vrai. Trop coquine des dieux. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais je dis que j'ai connu des musulmans, des hindous, des chinois, des nègres. Leur bon Dieu, c'est pas le même. Et ils ne font pas comme nous. Nous commettons des péchés que peut-être pour eux, c'est une bonne action, et vice-versa. Oh. Ils ont peut-être tort. Mais ils sont des millions et des milliards. Et s'ils avaient raison, monsieur Breuil. Il est certain que la question peut se poser. Ce pauvre Panis est bien préparé au goût du bon Dieu d'Elzéar. Mais supposons qu'au point d'un nuage, il se trouve nez à nez avec un bon Dieu qu'on ne lui a jamais présenté. Eh bien oui, enfin, un bon Dieu rouge ou noir ou jaune. Un bon Dieu déguisé en guignol, comme on voit chez les antiquaires, ou ceux qui ont le gros ventre, ou ceux qui ont des tas de bras, là, comme les équinades. Eh bien, ce pauvre Panis, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui dise? Et dans quelle langue? Et avec quel geste? Mais toi, tu te vois déjà fatigué par ta mort et tout vertigineux de ton voyage, en train de t'expliquer avec un bon Dieu qui ne te comprend pas. Et tu as beau lui faire des prières, il te dit quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Et ça, il te le dit en chinois. Situation tragique. César, tu me donnes le grand frisson. Sinon, la Sainte Bible, c'est des mensonges. Et les évangiles? Me dites, vous n'avez pas honte de parler comme ça devant l'enfant de cœur? Si vous alliez un peu plus souvent à l'église au lieu de boire tant de pastis, vous sauriez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le nôtre. C'est entendu. Le bon, c'est le nôtre. Alors je pense que sur la terre, il y a des tas de gens qui sont couillonnés. Et ça me fait de la peine pour eux. L'œuvre de Pagnol regorge de pépites que l'on redécouvre à chaque lecture. Je vous recommande particulièrement la lecture de ses sermons, celle de l'ensemble de ses pièces et le visionnage de ses œuvres. Une adaptation cinématographique de La gloire de mon père et du château de ma mère est sortie en 1990, réalisée par Yves Robert et qui a très bien vieilli. La reprise de la trilogie marseillaise par Daniel Auteuil est de moindre qualité que l'original, mais bien meilleure que la bouse sortie au milieu des années 90 avec Roger Hanin. Retrouvons l'éphéméride du jour. Éphéméride du 2 avril. La journée de la blague de merde étant passée, on redevient sérieux chez Radio Virus, et même solennel, je dirais. Et oui, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Georges Jean Raymond Pompidou. Le nom est drôle. Le 2 avril 1974, le président de la République meurt de la maladie de Waldenstrom. Il entre ainsi dans le club restreint des présidents français morts dans l'exercice de leurs fonctions. Mais comme les autres ont eu la délicatesse de mourir avec style, 2 assassinés, Doumer et Carnot, et 1 en galante compagnie, fort, cela rend le bon Georges bien moins intéressant, et de ce fait, nous nous arrêtons là. Le 2 avril, c'est aussi le jour de naissance d'un grand compositeur allemand, un grand représentant de l'époque romantique, ayant commis plusieurs œuvres d'importance telles que Tristan et Iseult ou Parsifal. C'est donc à Montréal, en 1957, que naît Richard Wagner. Mais attendez, il y a un problème. Wikipédia m'aurait trompé. Richard Wagner, c'est un homme du 19e. Ah, c'est parce que le Richard Wagner né le 2 avril, c'est un autre Wagner, et du coup, c'est pas le bon Richard Wagner. Et donc, un juge canadien qui s'appelle Wagner, ça nous intéresse pas vraiment. Et du coup, comme le bon Wagner, l'allemand, aimait les compositions martiales, nous allons vous parler d'une guerre assez méconnue, la guerre des Malouines. Les îles Malouines, situées aux coordonnées 51 degrés, 42 clics sud, 57 degrés, 51 clics ouest,
ce qui ne doit pas vraiment beaucoup vous aider, sont un archipel dépendant aujourd'hui du Royaume-Uni sous le nom des Falklands. Découvertes par Amerigo Vespucci au XVIe siècle, elles furent revendiquées au gré des accostages par toutes les puissances colonisatrices d'alors. Mais en y installant une première colonie de marins malouins, d'où le nom, sur le long terme, la France devint souveraine. Plusieurs années après, la France, en échange de la promesse de ne jamais redonner l'archipel aux Anglais, vend les Malouines aux Espagnols qui possèdent la plupart de cette partie du monde. En 1816, avec leur indépendance, les Argentins s'octroient aussi la souveraineté sur les Malouines. Mais 20 ans plus tard, les Anglais reviennent et chassent les Argentins. Pendant plus de 150 ans, un conflit diplomatique opposa Argentins et Anglais, tant et si bien que l'ONU classa les Malouines sur la liste des territoires contestés. Mais en 1982, la junte argentine au pouvoir depuis une décennie décide de récupérer ces territoires pour 2 raisons. Premièrement, consolider sa légitimité auprès d'un peuple dévasté par une crise importante. Et deuxièmement, récupérer un territoire étant la porte d'entrée vers l'Antarctique et ses ressources inexploitées. Ainsi, le 2 avril 1982, les forces spéciales et la marine argentine envahissent l'archipel en plusieurs points, et en moins de 2 jours, le gouverneur britannique capitule. Immédiatement, le gouvernement Thatcher se met en branle. La Dame de Fer ne souhaite pas être le premier chef de gouvernement britannique à perdre un territoire depuis plusieurs décennies. En moins de 2, l'Argentine perd la totalité de ses soutiens internationaux. Et oui, c'est ça d'attaquer l'un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 25 avril, 3 semaines après, et oui c'est grand l'Atlantique, les forces britanniques s'approchent de l'archipel et entament la reconquête. Les forces argentines opposèrent une résistance féroce, mais que faire face à la 4e puissance mondiale? Le 14 juin, la reddition est signée. Cette guerre fit 900 morts, dont plus de 2 tiers pour les Argentins. Le conflit diplomatique est lui toujours d'actualité. Mais nous, chez Radio Virus, on est prêt à réclamer la souveraineté de cette terre corsaire. Vive les Malouines libres! Discussion à basse voix au ministère de la Santé. Comment tu vas aujourd'hui? Mieux que l'année prochaine?